Des startups innovantes et responsables au menu cette semaine de Monde Numérique. Un numéro exceptionnel enregistré à l'occasion du France Digital Day qui s'est tenu à Paris le 28 septembre. On va parler notamment innovation au service de l'environnement et du transport maritime avec Sirocco. On veut développer le voilier le plus rapide du monde sur l'eau. On parlera également information en ligne sur abonnement avec l'application Caféine. C'est un peu la même chose finalement qu'un Spotify ou qu'un Netflix, mais pour l'univers de l'information. Et on s'intéressera aussi au financement des startups avec une investisseuse, Stéphanie Hospital de One Rack Time. Ce qu'on aime faire, c'est investir dans des entrepreneurs qui nous font rêver mais qui ont les pieds sur terre. Mais avant cela, comme chaque semaine, l'actu avec les annonces Amazon, des images générées par intelligence artificielle et un ordinateur à écran déroulable. Bienvenue dans l'épisode 61. Monde numérique, Jérôme Colombin. On commence donc par l'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec une pluie d'annonces de nouveaux produits signés Amazon. Alors Amazon n'est pourtant pas Apple ni Samsung, ce n'est pas un fabricant de hardware, de produits high-tech à proprement parler. Ce qui le caractérise surtout, c'est l'assistant vocal Alexa. Mais depuis quelques années, la marque américaine multiplie les produits connectés, à commencer bien sûr par des enceintes intelligentes qui intègrent Alexa. Il y en a déjà une kyrielle, mais Amazon a dévoilé cette semaine en plus de nouveaux modèles, notamment des Echo Dot en forme de boule, dont une qui est dotée d'une fonctionnalité particulière, qui n'existait pas jusqu'à présent, un thermomètre intégré. Et oui, ça paraît tout bête, mais en fait, ce n'est pas courant. Parmi les nombreux appareils électroniques qui nous entourent et qui sont pourtant bardés de capteurs, smartphones, tablettes, ordinateurs, assistants vocaux, etc., eh bien, quasiment aucun n'est capable de répondre directement à cette question toute bête, quelle température fait-il ? Sauf si on utilise à côté un thermomètre connecté. Eh bien, désormais, Alexa pourra vous indiquer la température dans la pièce grâce à cette sonde directement intégrée dans l'appareil. Une information notamment utile par ces temps d'appel aux économies de chauffage. Autre nouveauté annoncée par Amazon, un téléviseur. Et ça, c'est une première pour la marque. Il s'appelle Omni QLED, donc comme son nom l'indique, c'est un téléviseur à technologie QLED avec une dalle 4K disponible en deux tailles, 65 et 75 pouces, au prix de 800 et 1100 $. Quel est l'intérêt d'acheter un téléviseur Amazon ? Eh bien, c'est de pouvoir bénéficier de l'environnement et de l'interface Amazon Fire. Donc, c'est l'interface Amazon pour la télé, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, mais qu'on avait jusqu'à présent qu'en utilisant un accessoire connecté sur son propre téléviseur, c'est-à-dire une clé Fire TV ou un petit cube Fire TV. Et d'ailleurs, une nouvelle version du fameux cube a été également présentée. À noter que ces téléviseurs proposeront également l'affichage d'œuvres d'art en écran de veille, comme les modèles de Frame de Samsung. Reste à savoir si tous ces produits seront réellement disponibles en France à plus ou moins brève échéance. On continue le bal des annonces chez Amazon avec d'autres produits, une télécommande avec Alexa, et puis une télécommande pour la télé précisément, et puis un appareil assez étrange qui se pose sur la table de nuit et qui est censé analyser la qualité de votre sommeil, mais sans capteur sous le matelas, comme ça se fait chez d'autres marques, juste par détection de mouvement. En fait, il y a des capteurs qui voient si vous bougez dans votre lit. Derrière, quelques algorithmes de machine learning et hop, le matin, en principe, l'appli vous dit si vous avez bien dormi, si vous êtes en bonne santé. Enfin, Amazon annonce également une nouvelle liseuse Kindle sur laquelle on peut désormais écrire avec un stylet. C'est la Kindle Scribe. Ça fait un peu penser à la tablette tactile Remarkable ou encore la liseuse à stylet du français Bookin. Donc c'est une tablette grand format, 10,2 pouces. C'est de l'encre électronique, attention, c'est donc un affichage monochrome, il n'y a pas de couleur, rien à voir avec un iPad par exemple, mais on peut prendre des notes, griffonner des dessins, etc. L'autonomie est excellente, de plusieurs jours forcément, puisque l'encre électronique ne consomme quasiment rien. Et cette Kindle Scribe est annoncée à 370 € pour fin novembre. Voilà pour les annonces Amazon, assez brièvement, parce qu'il y avait encore d'autres choses, mais
On ne peut pas tout passer en revue. En tout cas, il est intéressant d'observer comment cette marque continue donc de lancer des produits physiques au-delà des services. Et on y voit clairement une volonté de prendre place sur le marché des objets connectés aux côtés d'Apple et de Google notamment. Reste à savoir si le charme d'Alexa suffira à pousser les consommateurs qui sont habitués à d'autres environnements technologiques vers ces nouveaux produits et donc à changer un petit peu leurs habitudes. L'actu de la semaine, c'est aussi de l'intelligence artificielle et de la création artistique avec l'ouverture au grand public du site DALL-E. Alors, pas le peintre Dali, ça se prononce pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Là, il s'agit de DALL-E, D-A-2-L-E. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, ça fait beaucoup de bruit ces derniers temps. D'ailleurs, le nom est une référence à Salvador Dali. Il s'agit donc d'un générateur automatique d'images par intelligence artificielle. C'est un service qui a été développé par la société américaine OpenAI et c'est vraiment un truc incroyable dont se sont d'ailleurs emparés plusieurs artistes. En fait, il suffit de décrire ce que vous voulez en langage naturel, mais en anglais, et le logiciel, sous vos yeux ébahis, va fabriquer l'image de vos rêves. Et la particularité, c'est qu'on peut complètement laisser libre cours à son imagination. Par exemple, je me suis amusé à tester le système en tapant journaliste interviewant un animal à Paris. Et j'ai vu apparaître quelqu'un avec un micro, quelque chose qui ressemblait à un hamster et une tour Eiffel en arrière-plan. Ou bien j'ai tapé également femme sur un scarabée géant à la manière de Van Gogh. Et je vous invite à aller voir ce que ça donne en vous connectant sur le site mondenumérique.info. Bref, c'est assez étonnant ce DALL-E. En fait, ça pose plein de questions. Ça repousse les limites de la création artistique. On se demande si un artiste utilise ce genre d'outils, est-ce que c'est un humain ou une machine qui travaille ? Et puis, il y a également des questions en matière de désinformation. Ça peut permettre de fabriquer de fausses images pour illustrer des fake news, par exemple, etc. Ça fonctionne grâce à de l'intelligence artificielle à partir de millions d'images qui ont été ingurgitées par la machine, grâce au système aussi d'intelligence artificielle GPT-3, qui est un système normalement de génération de texte. Là, il sert à reconnaître ce qu'on lui tape, en anglais donc, et ensuite, le système va fabriquer pixel par pixel des images qui s'inspirent de photos et parfois même des images photoréalistes, c'est-à-dire qui ressemblent véritablement à des vraies photos. C'est comme ça qu'on a pu voir des trucs assez fous, notamment d'animaux, des chiens ou des chats avec toutes sortes de déguisements. Et on a vraiment l'impression que ce sont de véritables photos. Il y a des trucs complètement fous. Donc, la nouveauté, c'est que DALL-E, qui était jusqu'à présent réservé aux professionnels, qui devaient s'inscrire sur une liste d'attente, il fallait des codes d'accès pour pouvoir l'utiliser, etc., pour éviter notamment que n'importe qui puisse créer n'importe quoi, eh bien, désormais, c'est ouvert à tout le monde, même s'il y a quand même quelques sécurités. Il y a des filtres qui ont été mis en place et notamment il y a des termes interdits. J'ai essayé de taper Emmanuel Macron, ça n'a pas marché, ça a été refusé. Mais les possibilités restent quand même immenses. Le résultat est vraiment impressionnant, donc si vous voulez essayer, vous trouverez le lien en description de ce podcast. Il faut s'inscrire sur le site DALL-E. Ensuite, on a un crédit de 50 images gratuites que l'on peut générer soi-même selon ses délires. Alors en fait, c'est une vraie tendance, cette fabrication artificielle d'images à partir de l'intelligence artificielle, puisque le groupe Meta, la société de Mark Zuckerberg, travaille sur un projet similaire pour la vidéo cette fois. Et cette semaine également, la compagnie Meta a ouvert une plateforme qui s'appelle Make a Video, qui va encore plus loin que DALL-E d'une certaine manière, puisque là, on peut, générer de la vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Vous tapez une phrase, vous lui faites une requête et la machine va vous sortir une sorte de petite séquence, un gif animé avec n'importe quoi, tout ce qui vous est passé par la tête. Le système de Meta n'est pas encore accessible à tout le monde, celui-ci. Il faut s'inscrire pour être en liste d'attente, mais il y a quand même des vidéos qui ont été générées par le programme qui sont disponibles, que l'on peut voir sur le site Make a Video. Et là encore, c'est assez incroyable. Le lien est disponible dans la description de ce podcast.
L'Inno de la semaine, l'innovation de la semaine, elle est signée Intel, le fabricant de microprocesseurs, et Samsung, ou plus exactement Samsung Display. C'est la division écran, comme son nom l'indique, du géant coréen. Oui, les deux marques ont présenté cette semaine une innovation étonnante. C'est un prototype encore pour l'instant. C'est un prototype d'ordinateur portable doté d'un écran déroulant. On connaissait les écrans pliants, les écrans souples, les écrans sous toutes les coutures et de toutes les formes ou presque. Eh bien, imaginez là une sorte de grosse tablette en fait qui fait 13 pouces de diagonale, mais en appuyant sur un bouton, eh bien, vous pouvez étirer l'écran et vous retrouver avec entre les mains un écran de 17 pouces. Un peu comme un parchemin que l'on déroulerait. Il s'agit donc bien pour l'instant encore d'un prototype, mais c'est peut-être une nouvelle catégorie d'appareils qui a déjà un nom, on appelle ça les slidables, autrement dit les coulissants, et c'est peut-être à cela que ressembleront nos ordinateurs portables dans le futur. L'idée, c'est toujours la même, c'est celle de répondre aux besoins de modularité en termes d'affichage. En fait, comme pour les smartphones, eh bien, parfois, on est content de se contenter d'un écran de petite taille parce que c'est plus facile à transporter, plus facile à consulter, à attraper d'une main. Mais parfois, on a besoin de travailler sur un écran plus grand ou simplement pour lire un article. C'est plus confortable pour lire toutes sortes d'informations. Et là, eh bien, on n'a pas toujours une tablette sous la main. Alors, le concept consiste donc à appuyer sur un bouton pour changer la géométrie de ces écrans. Est-ce que c'est vraiment ça le PC du futur ? Il est sans doute trop tôt pour le dire, mais il n'empêche que c'est assez intéressant. Ça tire parti à nouveau des caractéristiques techniques des fameux écrans OLED qui sont tellement fins qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut, et notamment les enrouler sur eux-mêmes. Pour l'instant, ce n'est qu'une démo technique, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de prix, rien n'a été annoncé. À noter que ce n'est pas tout à fait une première, en tout cas sur le principe, puisqu'en 2020, le fabricant chinois de smartphones Oppo avait sorti un smartphone avec un écran déroulable un peu dans le même genre. Lorsqu'on appuyait sur un petit bouton, eh bien, l'appareil pouvait s'agrandir et on se retrouvait avec une tablette plutôt qu'avec un smartphone entre les mains. Donc une belle prouesse technique, cet écran déroulable signé Samsung Display est présenté en partenariat avec Intel. On verra si ça répond à un vrai besoin, si ça parvient à s'imposer dans les années à venir. En tout cas, c'est une belle innovation dont je voulais vous parler cette semaine. Dans un instant, la suite de cet épisode avec les interviews de Monde Numérique. Mais avant cela, quelques nouvelles très rapides de ce podcast. Vous avez été nombreux à répondre au petit sondage proposé sur le site mondenumérique.info. Et vous pouvez d'ailleurs continuer à donner votre avis, j'en serais ravi et je vous en remercie. Et en tout cas, j'ai compris que vous étiez nombreux à apprécier en fait de pouvoir écouter à la fois l'émission hebdomadaire et les interviews séparées chaque semaine. Donc, on va encore procéder à quelques petits changements sur le fil du podcast Monde Numérique avec notamment le retour des interviews qui seront mieux identifiées pour faciliter l'écoute. Voilà, pour le reste, l'essentiel demeure. Tout de suite, on passe aux interviews de Monde Numérique. Donc, soit vous restez à l'écoute de cet épisode, soit vous pouvez aller écouter les interviews en version longue en cliquant sur les épisodes suivants. Direction le Musée des Arts Forains à Paris, où se tenait cette semaine l'événement France Digital Day 2022. Monde numérique. Monde numérique au France Digital Day 2022, c'est l'événement et nous y sommes pour rencontrer l'écosystème français, l'écosystème des startups innovantes. Et tout d'abord, eh bien, la patronne de France Digital. Bonjour Maya Noël. Bonjour. Vous êtes directrice générale de France Digital. Rappelez-nous ce qu'est France Digital et le France Digital Day. Bien sûr. Alors France Digital, c'est la principale association de start-up en Europe. On représente 2000 membres, à savoir 1900 start-up et une centaine d'investisseurs. Et nous, notre objectif, c'est de fédérer cet écosystème. On le fait aujourd'hui depuis 10 ans. C'est aussi notre 10e anniversaire. Pour créer des champions européens du numérique. Donc quelque part, créer une espèce d'ambition collective et à travers le réseau et aussi nos actions de lobby à la fois auprès du gouvernement et lobby d'éducation auprès du grand public. Le but, c'est de faire comprendre, connaître les mécaniques de start-up et leur permettre de lever certaines barrières réglementaires, certains freins pour continuer de grandir. Alors, il y a quelques belles startups qui sont passées par chez vous.
qui sont passées et qui restent. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le réseau de France Digital, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui nous rejoignent parce qu'elles viennent de se créer et qu'elles cherchent notamment à lever des fonds, puisqu'on a un gros réseau d'investisseurs. Mais aussi, elles restent parce qu'en fait, il y a cette espèce de création de réseau et de partage d'expériences qui s'opèrent. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par chez nous restent aussi chez nous pour défendre les couleurs de la France et continuer aussi de grandir à nos côtés. Quelques noms. Alors déjà, tout simplement, notre coprésident, je pense qu'il est assez connu, Frédéric Mazella et Blablacar, qui était là depuis le début et qui reste aujourd'hui très actif et qui d'ailleurs, après avoir monté son entreprise, a décidé d'être d'autant plus actif en prenant la coprésidence. Il y a cet effet qu'on appelle give back, vraiment l'écosystème m'a aidé à grandir et donc moi aussi j'aide l'écosystème à grandir. Hier on accueillait sur scène aussi Jonathan Anglove de Aircall, donc c'est une entreprise qui est beaucoup plus récente mais qu'on appelle déjà Centaure, donc ça veut dire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, des bureaux ouverts dans plein de pays dans le monde et c'est ça qui est assez formidable, c'est que chez France Digital on dit qu'on accompagne des petites pousses, mais aujourd'hui, ces petites pousses sont très grandes. Elles sont devenues grandes, évidemment. Elles sont devenues grandes. Alors, le thème cette année du France Digital Day, c'est Beyond Borders, au-delà des frontières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au-delà des frontières, mais pour vous, ça veut dire quoi ? Non, mais au premier degré, on peut dire au-delà des frontières tout à fait physique déjà. Donc aujourd'hui, les entreprises qu'on présente, ce sont plus des petites startups françaises, mais des grandes entreprises qui arrivent à avoir une activité au niveau vraiment international, qui s'exportent, qui deviennent des leaders pas simplement nationaux, pas simplement européens, mais vraiment des leaders mondiaux. On a des sociétés comme Back Market, ils sont leaders mondiaux dans leur domaine. Pareil pour Blablacar. Le reconditionné, les produits tech reconditionnés. Et ça, c'est une grande fierté. Donc, il y a cette première frontière-là. Mais en fait, nous, c'est dans tous les sens du terme, à vrai dire. Ce qu'on a voulu créer aussi avec l'événement d'aujourd'hui, c'est vraiment de montrer que le numérique, la technologie, l'innovation, c'est ce qui nous permet un peu de dépasser nos limites et d'aller plus loin. Et tout ça pour le bien-être avant tout de l'humain et de la planète. C'est vraiment aussi le focus qu'on souhaite donner, nous, en tant qu'association, pour les 10 prochaines années qui arrivent. On s'est donné comme objectif de faire émerger des champions du numérique. Mais maintenant, face à l'urgence sociale et climatique, c'est de faire émerger des champions qui vont aussi nous permettre d'avoir un monde plus responsable et qui vont avoir des vraies externalités positives sur l'économie et nous permettre de faire face et de pas rester... d'être optimiste par rapport à l'avenir en proposant des solutions. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui nous font dire que quelque part, on est rentré dans une forme de maturité où un quart des startups sont rentables, où elles commencent à maîtriser leur marché, à aller dans des nouveaux pays et sont suffisamment résilientes pour passer des périodes de crise. Quels sont les secteurs où ça marche le mieux ? Tout secteur confondu. Ce qui est assez intéressant tout de même, c'est qu'on voit que l'écosystème français prend en maturité et on a des investissements qui sont faits dans des secteurs de plus en plus techniques. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour l'industriel, un intérêt pour la deep tech. Et plus que tout, et ça c'est quelque chose qu'on suit de près, on voit de plus en plus d'entreprises qui veulent développer des modèles économiques à impact, qui dès le départ se créent en disant voilà, nous, on crée du business, on crée de l'emploi, on fait du chiffre d'affaires, mais on a aussi un impact social ou environnemental très fort. On est sorti un peu de la phase gadget. Je n'aurais pas dit gadget, pas forcément, mais oui, en tout cas, je pense que financer de la R&D, ça nécessite de prendre beaucoup de risques. Oui. Et je pense que là... Il faut aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et beaucoup de risques à prendre, du coup, puisqu'on peut perdre de l'argent, beaucoup d'argent, effectivement. Mais on a su, quelque part, ces dernières années, faire en sorte qu'il est possible de lever plus d'argent qu'auparavant. Quand on regarde l'année 2012, donc l'année où France Digital s'est créée, c'était 500 millions d'euros levés sur une année. Aujourd'hui, 500 millions d'euros, ça peut représenter une seule levée de fonds. Donc on est capable d'injecter de l'argent pour financer des grands projets d'envergure avec de l'ambition. Et c'est ça la force, la progression de notre écosystème et des 10 dernières années de France Digital. Merci beaucoup Maya Noël, directrice générale de France Digital. Et on continue tout de suite avec nos invités. Donc on va parler de start-up à impact, on va parler contenu numérique, on va parler moyens de transport peut-être du futur non polluant. Voilà, ça continue pour ce podcast spécial FD Day 2022. Alex Kézergue, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Sirocco. Sirocco, c'est un projet incroyable de bateaux volants. Il faut d'abord dire que vous êtes vous-même kitesurfer.
ça. Vous êtes... Enfant du Mistral. Ah voilà, oui, bien sûr. Le premier au monde à avoir franchi les 100 km/h sur l'eau. Oui. Le kitesurf, c'est une planche avec une voile. Hein. C'est ça, une planche tractée par un cerf-volant. Comme ça a l'air dit comme ça a l'air simple, mais il faut savoir évidemment le manœuvrer. Bon, alors présentez-nous un petit peu Sirocco. Qu'est-ce que c'est ? Sirocco, c'est un projet qu'on a monté il y a maintenant un peu plus de 3 ans, où effectivement l'objectif c'était le développement d'un engin de record. On veut développer le voilier le plus rapide du monde sur l'eau. Aujourd'hui, c'est un record qui est détenu par un bateau australien à 121 km/h. L'idée de départ, c'était de se dire on va pas faire juste 122 ou 125 km/h, on va faire 150 km/h. Et le fait d'aller chercher une telle performance, un tel bond en avant, ça va nous obliger à innover, à créer. On aurait pu juste améliorer le concept du détenteur du record. Non, là on repart d'une feuille blanche. On dit comment on fait pour aller très vite sur l'eau, propulsé à la seule Alors vous pouvez force nous du le vent. décrire un petit peu, cet engin ? Et du coup, on est parti sur un concept qui est complètement fou, même pour la voile. C'est une capsule qui va faire 7 mètres de long, qui va embarquer 2 personnes, qui va peser 450 kilos et qui va voler au-dessus de l'eau. Comme un kitesurf, donc. Alors, comme un kitesurf, mais qui va vraiment voler au-dessus de l'eau. On est, À quelle altitude ? Elle est autour de 1 mètre de haut. Oui, à quelle hauteur ? On va pas parler Ouais. d'altitude encore. C'est ça, hauteur. Mais la capsule est prise en fait entre 2 forces. Une force hydrodynamique qui est celle d'un foil, qui est relié à notre capsule par un câble. Donc on a finalement de frottement avec l'eau, on réduit au maximum et on a juste le câble et le foil, une aile sous-marine. Et une aile de kite qui fait l'opposition, la force aérodynamique, force propulsive. Et où là, du coup, ça tend 2 câbles et la capsule s'élève de l'eau. Ouais. Alors, c'est spectaculaire. Derrière, il y a la recherche d'une performance technologique, sportive, etc. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Hein, le but, ça va bien au-delà. Et c'est un but vraiment d'innovation au service de l'environnement. L'idée, c'était de concevoir l'engin le plus efficace énergétiquement. Comment on va tirer le meilleur parti du vent, comment on va gaspiller le moins possible. Et le fait justement de se lancer dans le développement d'un engin hyper efficace énergétiquement, on en a créé un logiciel qui nous a aidé à développer ce concept-là, à le dimensionner et à voir comment il allait se comporter dans l'espace. Mais en fait, le logiciel qu'on avait créé, on s'est rendu compte, en étant à Marseille, au contact de toute l'industrie du maritime, il y a des très grosses compagnies qui sont, Oui, bien sûr. qui sont basées à Marseille. Il y a de l'aérien aussi, il y a de l'aérospatial. Et de l'aérospatial, il y a notamment Airbus Hélico. Et entre autres, dans le maritime, on a la CMA-CGM, qui est le 3e plus gros transporteur de marchandises dans le maritime. Et du coup, en discutant avec cet acteur-là notamment, on s'est rendu compte que c'était pas dans leur ADN de savoir quels étaient les systèmes de propulsion les plus efficaces et encore moins quels étaient les moins impactants pour l'environnement. Et du coup, ils sont arrivés avec cette problématique-là de comment modéliser l'efficacité énergétique de leur navire, comment optimiser tout ça pour réduire leur consommation et en fait, de façon corollaire, réduire leur impact environnemental. Et on a transformé notre logiciel qui avait été créé au départ pour le record en plateforme de jumeaux numériques. En gros, on représente de façon la plus fidèle au niveau de la physique le comportement d'un navire. Ce qui permet de faire des simulations. Complètement, de faire des optimisations, de faire mesurer l'impact environnemental de tel ou tel système et du coup de faire du retour sur investissement beaucoup plus facile que simplement croire un fournisseur qui va vous dire vous allez économiser 15%. Alors ce Sirocco, c'est à la fois le nom de votre société et puis le nom du véhicule, du bateau, c'est ça, le but du jeu, c'est d'inventer peut-être le mode de transport propre de demain ou c'est de vous appuyer sur cette expérimentation pour mettre au point des innovations. Vous parliez notamment de ce logiciel. L'engin de record, lui, il nous sert de showcase, de montrer les capacités du lab. Ouais, ça fait parler de nous parce que justement, on l'utilise pour développer des technologies. Donc c'est un peu notre driver de technologie.
Et ensuite, l'idée, c'est pas forcément de faire un mode de transport avec notre engin de record, mais bien d'utiliser tout ce qui en découle pour aider à décarboner le transport maritime. À quelle échéance on peut imaginer des applications concrètes des technologies que vous êtes en train d'inventer ? C'est dès aujourd'hui, parce que notre logiciel, il est utilisé par de plus en plus de compagnies maritimes, que ça soit aujourd'hui en design de navire. Mais alors, vous travaillez sur un engin volant, mais vous êtes en train de dire que ça sert aux engins flottants, en réalité. Mais notre engin volant, ça reste un voilier. Ça reste un bateau. Vous-même, vous savez pas trop. Alors, quand on dit bateau, je trouve ça c'est un peu pas péjoratif, mais un peu réducteur. Oui, bien sûr. Pour un bateau qui est un navire. Un navire. Eh bien, souhaitons que Sirocco parvienne à contribuer à ces solutions. Merci beaucoup, Alex Kézergue, cofondateur et CEO de Sirocco. Monde numérique au France Digital Day. Bonjour, Ari Assuyed. Bonjour. Vous êtes fondateur de Caféine avec un Y, mais on voit bien le jeu de mots malgré tout. Caféine, c'est un kiosque à journaux numériques. D'ailleurs, en fait, avant, ça s'appelait le kiosque, c'est bien ça ? Exactement. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est concrètement. Alors, Caféine, c'est un service, c'est une plateforme de streaming d'informations qui permet d'accéder finalement aux meilleures marques de presse et les marques de médias d'information en digital. C'est une société qui s'est créée il y a 16 ans. L'idée était très simple. Au départ, on était à l'étranger, on voulait consommer de la presse française à l'étranger, puis on ne trouvait pas en fait nos magazines quotidiens préférés. Il n'y avait pas encore d'iPhone, il n'y avait pas encore d'iPad, et c'est comme ça que l'idée nous est venue. C'est un peu la même chose finalement qu'un Spotify ou qu'un Netflix, mais pour l'univers de l'information. Donc je vais sur le site ou bien je télécharge l'application mobile, je paye un abonnement. Exactement. Et je peux accéder à un certain nombre de titres, les plus grands titres français. Il y a tous les grands médias. J'ai vu qu'il y avait le Parisien, le Paris Match, etc. On a aujourd'hui plus de 2600 titres disponibles, donc c'est des titres français et également des titres internationaux, puisque la société est présente dans 13 pays. Donc c'est une boîte d'abord qui s'est développée en France et puis qui ensuite a voulu se développer à l'international. Donc vous trouvez effectivement tout type de marques de médias, de presse et d'information. Donc vous avez une partie de la presse quotidienne nationale, une grande partie de la presse quotidienne régionale, française mais également internationale, et puis beaucoup de magazines dans tout type de catégories. Donc des magazines de news, mais également tout type de verticale autour des passions. Oui, il y a les magazines de déco, il y a les magazines féminins, magazines de sport, etc. Donc en fait, l'idée, c'est de payer un seul abonnement pour avoir accès à tous les titres, plutôt que de prendre des abonnements à chaque média. C'est un modèle effectivement basé sur une plateforme d'agrégation en illimité. Et la manière de s'y abonner, donc on a plusieurs modèles. Combien ça coûte ? Ça coûte pour le grand public, c'est 9,99 €. Ça, c'est notre offre tarifaire de base par mois. Qui permet d'accéder à la majorité des titres qui sont disponibles dans l'offre. Et on a plusieurs modèles de distribution. Donc on peut s'abonner directement sur le service via notre site internet ou depuis nos applications, donc sur le site caféine.co. Mais on peut aussi s'abonner via un certain nombre de nos partenaires. On a signé des accords de distribution avec beaucoup d'opérateurs télécoms. Et ces opérateurs télécoms, par exemple, incluent notre service dans leur offre ou proposent des abonnements en upsell, donc en abonnement payant. Voilà. Oui, c'est un peu aussi ce qu'on trouve par exemple chez Air France. Oui. Quand on prend l'avion, on a l'accès au kiosque Air France, etc. Alors c'est intéressant évidemment pour le lecteur. Malgré tout, ça oblige à rentrer par votre application. Par exemple, je peux pas, si on m'envoie un lien d'un site média, ça va me basculer sur l'appli ou pas ? Non, c'est pas possible. Enfin, ça dépend. On peut vous envoyer un lien vers un article et ça peut venir de notre univers, de notre application, mais en général, effectivement, les éditeurs aussi ont développé leurs propres solutions. Nous, notre logique, c'est vraiment cette logique d'agrégation, c'est de s'adresser aux lecteurs d'informations de qualité qui cherchent finalement pas une marque en particulier, mais de pouvoir picorer sur un ensemble de marques. Et donc aujourd'hui, c'est ce type de lectorat qui est utilisateur de Caféine. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions de personnes qui utilisent le service Caféine. Donc on s'adresse à un lectorat qui n'est pas fidèle à une marque, mais fidèle à l'information de façon générale. Mais les habitudes de consommation des médias ont quand même beaucoup évolué, beaucoup changé, etc. Par exemple, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très prescripteurs. Comment se fait la jonction
C'est pas possible en fait. Alors nous, on est parti au départ, c'était vraiment les magazines et les quotidiens dans le format équivalent au papier, donc homothétique au papier. Et puis on a fait beaucoup évoluer notre produit et notre service. Maintenant, on a ce qu'on appelle délinéariser le contenu, notamment via les articles, via l'audio. Et l'idée, c'est vraiment d'être un écran où on retrouve que de l'information de qualité. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, effectivement, ils ont une capacité de pouvoir fédérer les masses, mais globalement, on est dans des phénomènes de ce qu'on appelle une bulle d'information, et donc globalement, l'information, le contenu n'est pas mis à disposition avec l'exhaustivité et la qualité de l'information qu'on peut retrouver sur un service comme Caféine. Nous, notre métier, c'est vraiment de fournir uniquement le meilleur des contenus d'information pour le grand public. Donc il n'y a pas d'accès à une information de mauvaise qualité au sein de notre application et notre service. C'est très ambitieux d'être sur l'économie du contenu, parce qu'on sait que c'est pas facile. Les gens n'ont plus envie de payer pour accéder à des contenus. On s'est tous habitués beaucoup au gratuit ou alors à des forfaits, effectivement, notamment avec la vidéo. Merci beaucoup, Ari Assuyed, fondateur de Caféine, donc Caféine qu'on retrouve sur tous les App Store évidemment, et puis sur le web évidemment également, Caféine avec un Y, C-A-F-E-Y-N. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Monde numérique au France Digital Day. On va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, notamment les plus jeunes qui doivent passer leur permis de conduire. Passer son permis de conduire, j'allais dire sur Internet, pas vraiment, mais grâce à Internet. Il y a quelques années, c'était complètement révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, mais il y a sans doute encore du chemin à parcourir. Et l'un des pionniers dans ce domaine, c'est l'entreprise française Ornicar. Je suis ravi de recevoir son cofondateur Benjamin Guignot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici au France Digital Day 2022. Merci. Vous êtes invité ici parce que vous êtes déjà un peu un vieux de la vieille, en fait, vous, dans l'écosystème des startups françaises. Effectivement, Ornicar, on l'a créé fin 2013. Et donc, c'est une boîte qui va avoir 9 ans dans quelques semaines. Et donc, on a connu plusieurs phases de la tech française. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on se reconnaît dans France Digital. Alors, en plus, je suis membre du board de France Digital aussi. Et donc, pour toutes ces raisons, il est pour moi impensable de rater cet événement incontournable qu'est le France Digital Day aujourd'hui. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qu'est et ce que propose Ornicar, avec un K d'ailleurs. Ouais, donc Ornicar, c'est une boîte qu'on a créée fin 2013 avec un objectif qui était finalement simplifier le passage du permis de conduire. Le permis de conduire, c'est l'examen le plus passé en France, mais c'est également l'examen le plus passé dans le monde. C'est plus que le baccalauréat. On passe plus son permis que son bac. Et donc pour autant, c'était un examen qui, en France, générait un taux d'insatisfaction en 2013 de 82%. On va dire, hors administration française, ça bat tous les records d'insatisfaction. Insatisfaction, pourquoi ? C'est trop long, c'est trop cher, c'est trop contraignant. Je suis inscrit dans l'auto-école Tartampion, rue Tartampion, et si je veux déménager, j'ai perdu mes 20 heures, mon pack que j'ai payé, etc. Je dois déménager, c'est compliqué de récupérer son dossier. Aucune flexibilité et aucune once de digital dans cette formation. On est en 2013, ça fait quand même longtemps que Internet et les smartphones sont notre quotidien, et pour autant, l'examen le plus passé en France, qui génère 2 milliards d'euros, est adressé de façon catastrophique. Et donc Ornicar s'est créé comme ça. Au début, on voulait être un logiciel pour les auto-écoles, pour leur permettre de mettre en relation leurs moyens. Et puis, on a eu une fin de non-recevoir de la part de l'ensemble des acteurs. Oui, vous êtes fait jeter, en fait. Complètement, en disant qu'ils n'avaient pas besoin de merdeux d'écoles de commerce, etc. Et on s'est dit, très bien, les merdeux, ils vont aller jusqu'au bout de leur idée. Et donc, on va devenir nous-mêmes une auto-école. Et là, paf, on va les disrupter. Exactement, et c'est comme ça qu'on a dit en fait on va mettre le digital au cœur de notre idée, et donc tout ce qui est code de la route va se faire exclusivement en ligne, plus besoin de locaux, et puis pour tout ce qui est... La conduite c'est plus compliqué. La conduite c'est plus compliqué, mais en fait on a mis en place un réseau d'enseignants de la conduite diplômés qui sont à leur compte et qu'on peut réserver partout en France. Donc vous commencez votre formation à Paris, vous pouvez la poursuivre à Strasbourg, vous allez voir votre grand-mère à Rennes, etc. En fait vous prenez votre application, vous regardez les enseignants autour de votre position, paf, vous cliquez, vous réservez. Donc c'est bien des enseignants diplômés dans des voitures double commande, tout pareil qu'une auto-école, sauf qu'ils sont à leur compte, donc ils sont incentivés finalement à
proposer un service de très bonne qualité et c'est super flexible et évidemment tout ça pour un prix à peu près 40% moins cher qu'en auto-école traditionnelle en moyenne. Donc aujourd'hui, je peux passer mon permis grâce à Ornicar, ça me coûte moins cher. Ça va plus vite, réellement ? Non, ça va pas plus vite, pour être honnête. Parce que ça, c'est un gros frein aussi, c'est long. Il y a un an, ça allait même moins vite. Ouais. Entre le début d'Ornicar et il y a un an, ça allait moins Il vite. n'y avait pas encore un petit favoritisme de l'administration à l'égard des vraies auto-écoles, entre guillemets ? Il y avait en tout cas effectivement un peu de favoritisme lié à un modèle qui est historique, voire préhistorique. Et donc les auto-écoles traditionnelles étaient de facto un peu privilégiées. Suite à pas mal d'années de lobby de ma part, on a réussi à faire changer le système. Et là, aujourd'hui, c'est une égalité de traitement pure entre candidats auto-école traditionnels et des candidats Ornicar. Il faut dire que vous avez eu quelques soutiens intéressants, notamment Emmanuel Macron, si je me souviens bien. On a eu pas mal de soutien, déjà les soutiens des médias, ce qui aide à avoir le soutien des politiques. Et donc, effectivement, en fait, si on doit résumer Ornicar, les 3 premières années, c'est procès. Galère administrative, on n'arrive pas à devenir une auto-école légalement. 3 années après, on obtient nos agréments, etc. Donc c'est de l'hyper croissance. Et donc là, forcément, on rafle tout le marché. Et puis les 3 années ensuite, donc là, on est en plein dedans, c'est diversification. Donc on lance l'activité auto-école en France. En 2019, on lance l'Espagne. En 2020, on lance l'assurance auto en France. Et finalement, Ornicar aujourd'hui devient une boîte de mobilité avec une activité assurance auto principalement dédiée aux jeunes conducteurs, mais pas exclusivement, en apportant la même amélioration en termes d'expérience utilisateur qu'on a pu le faire sur l'auto-école. Par exemple, il y a un marché qui est colossal, c'est celui de l'assurance auto, et aujourd'hui, il n'est pas super bien adressé par les acteurs historiques, et aujourd'hui, ces acteurs manquent de data. Et donc, Ornicar, aujourd'hui, devient une boîte à générer de la data sur le jeune pour pouvoir lui proposer des assurances auto sur mesure, donc évidemment moins cher que ce qui peut être proposé par l'ensemble des acteurs. Votre ambition, c'est de couvrir comme ça toute la chaîne, à partir du moment où un jeune devient apte à conduire, vous voulez répondre à tous ses besoins ? On veut être un stop shop. Vous vendrez des véhicules aussi ? Exactement. Les prochaines étapes, c'est vendre des véhicules. Et là, on est en train de regarder, parce que justement, on a une porte d'accès aux jeunes. C'est-à-dire qu'en 2021, l'année dernière, 51% d'une génération, donc une classe d'âge, a acheté au moins un produit en 2021 sur la plateforme Ornicar. Je ne dis pas s'inscrire, il a acheté, il a mis sa carte bleue, au moins un produit. Donc on est à un point de passage pour toute une génération qui est juste colossal. Aujourd'hui, en autorité assistée, on est à 82%. Donc on veut se servir de ça pour dire ok, mais on va vous accompagner, vous avez confiance en nous pour le permis de conduire, on va vous aider à souscrire une assurance auto, à acheter un véhicule d'occasion a priori, et également pourquoi pas à souscrire des offres bancaires qui seront finalement plus adaptées à vos besoins. Et voilà. Et donc c'est l'écosystème qu'on est en train de créer autour d'Ornicar, qu'on veut répliquer partout, en tout cas en Europe dans un premier temps. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on est en phase de construction des équipes et on est dans une phase hyper marrante où on est en train de réconcilier un peu l'ancien monde avec la nouvelle technologie. Merci beaucoup, Benjamin Guignot, cofondateur d'Ornicar. Merci. Allez, on va parler un peu business, on va parler investissement dans les startups avec notre invité ici au France Digital Day, Stéphanie Hospital. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO de One Racktime. Vous pouvez nous présenter en 2 mots déjà One Racktime ? Alors One Racktime, c'est un fonds d'investissement qui s'applique à lui-même ce qu'il demande à ses entrepreneurs, une approche digitale, une communauté pour être plus efficace. Et on a investi en 5 ans dans une 40aine de projets, avec déjà 2 sociétés qui dépassent les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, une licorne, des exits. Et puis surtout, ce qu'on aime faire, c'est investir dans des entrepreneurs qui nous font rêver, mais qui ont les pieds sur terre. Quelques noms. Alors, on a fait Gélismac, On-Off, Oma Games, Plus Simple. On est derrière aussi Mayan Lab dans les données climatiques. On vient de faire la nouvelle société d'un fondateur américain, franco-américain, David Gurley, qui refait un projet en France qui s'appelle Hive autour du cloud partagé. Et la caractéristique, c'est que généralement, on rentre au premier tour. D'accord. On prend des risques. On accompagne les d'entrée de jeu, entrepreneurs. c'est-à-dire que la petite entreprise qui démarre, qui vient vous voir avec un PowerPoint, c'est vous qu'il faut venir voir en fait. Alors, PowerPoint, c'est bien quand c'est des entrepreneurs déjà qui ont fait. Ouais. On aime bien Sinon, quand même avoir quand même des traces de monétisation, avoir un produit, un service. Alors on investit pour l'instant que dans du logiciel, 3 grands domaines, plateforme grand public, consumer tech comme on dit, tout ce qui est projet tech for valeur, des projets à impact dans l'éducation, la santé. On est derrière Make.org par exemple. Rappelez-nous qui fait Make.org, qui est une plateforme d'intelligence collaborative lancée par Axel Dochez et Alicia Combaz, qui permet en fait d'arriver à avoir des décisions
vision collective, des études à l'échelle pour pouvoir mettre en place une démocratie collaborative. Alors on peut aller très large, on va des jeux mobiles aux courtiers d'assurance, aux plateformes d'engagement citoyen, mais il y a toujours un fil conducteur, c'est les hommes et les femmes qui composent, qui font l'originalité du projet. Alors vous investissez dans les startups, il y a les gens qui investissent dans votre fonds pour pouvoir... qui sont-ils ? Qui sont vos clients en fait ? Alors, nos clients, en fait, nous, on a l'originalité d'avoir un modèle très ouvert. C'est qu'on propose à nos investisseurs de choisir comment ils investissent, soit à travers des club deals, soit à travers des fonds. On a 2 horizons de temps de fonds, Rhapsody, Seed-Seria et Paragon pour suivre nos sociétés. Et dont nos investisseurs, on va avoir des grands patrons. On va avoir, comme Rodolphe Sadé, on va avoir des banquiers privés, des banquiers d'affaires. On va avoir des entrepreneurs qui ont envie de redonner, qui ont envie d'avoir un impact en investissant dans des projets dans l'économie réelle. Parce que, in fine, tout ce qu'on fait, ça crée aussi de l'emploi et c'est quelque chose qui m'est cher en étant au bord de France Digital, c'est l'impact que l'on peut tous avoir en étant ici, en créant de l'emploi et de la compétitivité en France et en Europe. Oui, parce que l'investissement, il faut rappeler, il y a le début de l'histoire lorsque vous entrez dans une entreprise et puis il y a l'histoire elle-même. Quel bilan vous tirez aujourd'hui après 10 ans de France Digital par exemple ? C'est un écosystème qui est en plein essor. On voit cette année, on a eu des levées de fonds records encore. On a des entreprises qui deviennent des très grosses entreprises. On est passé de la logique de la start-up à l'entreprise, la grande PME, voire la société qui dépasse très vite les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité de l'écosystème en France. C'est ce que vous voyez ici, 3500 personnes qui sont présentes à nos côtés pour fêter les 10 ans de France Digital. Et si on se projette dans 10 ans, en 2032, j'espère qu'on aura encore contribué à avoir plus d'impact, plus d'emplois créés. Et puis aussi, et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que les entrepreneurs, ils ont envie de s'attaquer à des sujets des sujets de transformation. Transformation de la société, l'innovation au service de l'environnement, le climat, bien sûr. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact, mais il faut se dire que tout ce qu'on doit faire doit avoir un impact. Un ou 2 exemples dans ce domaine dans lesquels vous avez choisi d'investir ? Alors, on a investi dans une société qui s'appelle Mayan Lab, créée par une femme formidable, Emma Aziza, climatologue et hydrologue, qui analyse les données climatiques pour identifier les endroits où il y aura des inondations, où il y aura des risques de sécheresse, et pouvoir fournir des modèles de simulation d'implantation pour des bâtiments, pour des usines, à tous ceux qui peuvent en avoir besoin, que ce soit des assureurs ou que ce soit tout simplement des particuliers qui vont se dire demain où est-ce que je mets ma maison, comment je me garantis que je vais être dans une zone qui va être à peu près sécurisée au niveau climatique. Merci beaucoup Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de One Ragtime. C'est la fin de Monde Numérique, épisode 61. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette petite balade du côté des startups vous aura intéressé. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, car Monde Numérique, c'est tous les samedis à 8h dans votre boîte mail et sur les réseaux sociaux et surtout sur vos applis de podcast. Une émission de 40 minutes consacrée à la tech sous tous ses aspects et les interviews en longueur des personnalités que je rencontre pour vous au fil des semaines. Voilà, parlez de Monde Numérique à vos amis, surtout n'hésitez pas, incitez-les à s'abonner et puis vous-même, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et notez ce podcast sur les plateformes, 5 petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir, je vous remercie. Salut à tous, passez une très bonne semaine, à samedi prochain.